Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Je voudrais qu'on aborde un sujet qui me touche depuis 25 ans que je fais ce métier par le plus grand des hasards, qui sont les compétitions. On a parlé d'intellect, on a parlé de créativité, on a parlé d'audace, de courage. Parlons un petit peu d'éthique. Alors, les compétitions, on m'a toujours dit chez Publicis, là où j'ai été formé, tu les évites un maximum. C'est ton job d'éviter les compétitions. Et on m'a donné de très 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 bons tips pour justement éviter la compète. J'en ai moi-même été victime et je trouve ça finalement plutôt rigolo. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais Catherine, qu'est-ce que tu penses des compétitions ? Parce que tu as beaucoup d'associations de communicants qui font des labels sur les compétitions. On s'aperçoit que tout ça est un énorme bullshit. C'est une espèce de je sais pas, d'expiation ou de volonté de se mettre quelques petits coups au derrière ou de se flageller. Bon, c'est très bien. C'est de la communication aussi pour l'association ou quelque association qu'elle soit, en local ou en national. Hein, attention, soyons bien clairs. Oui, tout à fait. Mais en fait, tu t'aperçois que les compétitions sont toujours autant bordéliques, toujours aussi nul. Tu vois, on est en compétition sur un très grand client qui, là, a un brief extrêmement bien fait. Mais le problème, c'est que c'est le seul dont je me souvienne parce que dans les dernières années, je n'ai que eu des briefs minables. Alors, le sujet est complexe, ne se résumera pas à une réponse qui pourrait être du coup simpliste. Déjà, en réalité, aussi paradoxal que ça puisse paraître, je crois à l'intérêt des compétitions. Et je ne crois pas à la façon dont elles sont gérées. C'est différent. Pourquoi je crois à l'intérêt des compétitions ? C'est que c'est notre R&D. Quand on a des clients, on a innové au moment où on a voulu les séduire et après on déploie l'innovation. Et donc, oser faire des choses vraiment hors normes, c'est souvent à l'occasion d'une compétition. C'est pour ça que je dis que c'est notre R&D, c'est-à-dire que ça va coûter, mais c'est là qu'on va tester des trucs nouveaux. Donc, moi, j'aime bien cette idée qu'il faut garder ça. C'est une forme d'adrénaline. Ça excite tout le monde. C'est pour rentrer sur des nouveaux sujets, etc. Si on n'avait que des appels d'annonceurs qui disent « j'ai décidé de travailler avec vous », eh ben, peut-être qu'on se mettrait pas assez sur le toit pour créer des choses nouvelles. Donc, l'idée qu'il y ait des compétitions en soi n'est pas forcément une mauvaise idée. En revanche, c'est la façon dont les compétitions sont traitées qui est aujourd'hui une très, très, très mauvaise idée. Il y a deux catégories. Il y a les marchés publics, parapublics ou assimilés qui décrètent « Ah mais moi j'y peux rien, c'est les règles des compétitions ». Et là, déjà, c'est faux puisque dans ces cas-là, ils devraient tous appliquer la règle des compétitions des marchés publics. Or, il y a à peu près autant de règles que d'acteurs de marché public. Donc, ils se font leurs règles et ils se cachent derrière « Ah non mais moi, je suis un marché public ». Donc, je passe celui qui dit « Je fais un RFP directement, c'est la règle. Du coup, je publie direct mon appel d'offres avec la question posée et il y a 40 agences qui répondent. Et quand on leur dit, mais comment vous faites pour évaluer 40 agences ? Ça vous a pris 6 mois ? Ah bah ouais, c'est horrible, c'est la règle. Ah bah non, ils pourraient faire autrement. Ils pourraient passer par une sélection. Bon, je ferme la porte des marchés publics qui, se cachant derrière ça, ne sont pas du tout mieux disants que les autres sur les compétitions. Peut-être la seule chose, c'est qu'ils sont obligés d'inscrire des montants budgétaires, mais ils ne déclarent pas combien il y a d'agences, donc ça ne va pas. Les marchés privés, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est pas mieux parce que, au prétexte de « non, mais alors attendez, alors je mets l'agence sortante. Bon, après, j'en veux au moins 3 pour avoir des bonnes idées, puis il y en a une 5e qui m'a appelé, je la mets aussi. » Et donc, se retrouver systématiquement à minimum 4 ou 5 agences dans un appel d'offres, vaut mieux jouer au loto, hein, on a plus de chances de gagner. Au global d'une année, on va à 1 chance sur 5 de gagner à chaque compétition, ça va pas. Et là, c'est un problème parce que pour le coup, on rentre dans un enjeu budgétaire. Ça coûte beaucoup trop cher aux agences de travailler sur ces compétitions. Donc, soit elles vont le travailler mal, donc elles vont perdre. Donc, c'est le cercle vicieux qui se met en marche. Et quand on parle aux annonceurs et qu'on essaye de leur expliquer pourquoi on voudrait que ce soit plus transparent, en donnant le budget. Ah ouais, mais si je vous donne le budget, forcément, vous allez rentrer dedans. Bah oui, évidemment. Et quand on achète un appartement, on dit pas à l'agent immobilier, ah, je te dis pas combien j'ai. Présente-moi tout ce que t'as. Bah non, on lui dit notre budget. Alors on lui dit peut-être pas tout à fait le budget, on lui dit un peu en dessous, mais quand même, ça lui donne une idée. L'annonceur n'a toujours pas compris l'intérêt de donner un budget. C'est qu'il en aura pour son argent de toute façon. Le deuxième problème, c'est qu'il veut pas dire contre qui on se bat. Et ça, quand on leur explique pourquoi on demande, eux, ils croient qu'on va s'entendre, mais ils sont fous, on s'entend pas du tout, on se déteste entre agences quand il y a une compétition. Une agence santé, une agence de sport et une agence event,
eh bien, on va se positionner en se disant, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'ai mes chances contre ces catégories d'agences? Ou bien, est-ce que finalement, au contraire, je vais trouver que je vais prendre un angle très différenciant par rapport à ces agences? Parce que qu'on le veuille ou non, on se bat pour gagner, on se bat paradoxalement, on veut le meilleur pour la marque, mais on veut avant tout gagner. Donc, on va intégrer qui sont les acteurs dans l'arène. Et je terminerai avec le 3e point sur les délais. Aujourd'hui, l'annonceur, il dit non, mais je vous donne un bon délai pour travailler. Et de plus en plus, c'est vrai. 2 semaines, 3 semaines, des fois 4 semaines, c'est correct. Ce qui est inacceptable, c'est que derrière ça, les délais de réponse vont être 2, 3 fois, 4 fois plus longs que le délai qu'on a eu pour travailler, parce que la machine à pas faire s'enclenche chez la marque et un coup l'acheteur et un coup ci, un coup ça. Et souvent, ça génère un 2e tour, un 3e tour qui fait redépenser de l'argent. Tout ce système totalement contre-productif pour tout le monde, pas que pour les agences. Je pense pour les marques aussi, elles perdent du temps, elles perdent même en énergie de passer tout ce temps à décortiquer des trucs, etc. N'a aucun intérêt. Malheureusement, tous les gens que je connais qui sont passés en agence, qui sont aujourd'hui à la communication, font la même chose. Donc je me dis qu'il se passe un truc quand même quand on passe chez l'annonceur et qu'on devient un patron de la com et qu'on lance des compètes. On reproduit exactement les mêmes travers, ceux-là même qu'on dénonçait quand on était en agence. Donc il se passe un truc, c'est que quand tout d'un coup vous avez la main pour vous dire je peux interroger qui je veux pour avoir plein d'idées et regarder, je pense que vous perdez la raison. Il y a quelque chose qui va pas et la manière de le mettre de le corriger ne sont pas ni les labels, ni les règles, ni tout ça, ça marche pas. Il y en a plein qui ont essayé et on va pas leur en vouloir, hein. Toutes les fédérations et associations qui ont essayé. Alors, est-ce que la solution, elle est de se dire finalement la compétition va nous coûter plus cher, enfin, les compétitions vont nous coûter plus cher, donc ça veut dire qu'on annonce haut et fort aux annonceurs que dorénavant, nos prix ont pris 30% pour financer toutes ces compétitions. Parce que c'est ça le sujet. Hein. C'est l'inflation de l'Ukraine. C'est ça. Sincèrement, Catherine, je suis d'accord avec toi. Ceux qui sont passés en agence, qui deviennent dire com ou dire marketing, finalement font exactement comme à l'habitude, à savoir, ils te foutent une compétition sur le dos. Ah oui, mais tu comprends quoi? Moi, ce que je comprends surtout, c'est que tu as peur. On parlait d'audace, on parlait de coronesse, comme on dit là-bas. Je pense très honnêtement que la seule différence dans la vie, c'est les gens qui ont du courage versus ceux qui n'en ont pas. Ça tombe bien, 95% des gens n'ont pas de courage. Alors, je peux citer, en effet, quelques annonceurs hyper courageux, décisionnaires, et qui, en effet, décident, quand ils veulent faire une compète, s'ils mettent une agence en face de 2 autres maximum, ou bien qui rencontrent avant, en entretien, des patrons d'agence, et qui disent « Je sens que vous comprenez ma problématique, j'ai envie de travailler avec vous ». Mais Catherine... C'est hyper important. Mais Catherine, c'est parce qu'on est vieux, toi et moi, que tu me parles de ça. Aujourd'hui, quand t'as un type qui a 35 balais, ou ne serait-ce que 40 balais, qui est encore très jeune, tu penses que le type qui va jouer au grand décideur, au grand décisionnaire, ou la nana, d'ailleurs, c'est pas une histoire de sexe, qui va dire « mais j'ai pas le temps, tu comprends, j'ai telle réunion, tel meeting, tel Outlook, ou tel Zoom, pardon, à faire. » Il y a un moment, ça suffit. Le temps, c'est comme tout, ça se trouve. Et en effet, je pense qu'il vaut mieux rencontrer les gens, les patrons d'agence ou même des salariés de l'agence, peu importe. La personne qui fait newbie, c'est pas nécessairement associée à l'entreprise. Et Dieu sait si j'aime le newbie, parce que je viens de là. Mais très sincèrement, rencontrer bon sang les agences, au lieu de croire à cette espèce de mode ou parce qu'ils ont eu un article dans les trois de la presse communication. Mais c'est même pire que ça, c'est que le Covid ayant accéléré le digital, enfin les plateformes, etc., il y a quand même des appels d'offres où maintenant on dépose sur des plateformes et le client, enfin le prospect va choisir une agence, il l'a jamais vue, il sait même pas comment elle s'appelle. Mais des fois, il ne choisit même pas ce crétin. Pardon de dire ça ainsi, mais il va sur une plateforme, je ne vais pas la citer, ce sont des Belges, ils sont charmants, je les ai rencontrés il y a 10 ans. Je te le dis très honnêtement, t'as des gens qui sont décérébrés, qui posent un brief parce que ça leur coûte walou, ça leur coûte rien. T'as des gens qui vont se faire chier à leur répondre et ils ne vont même pas répondre, ils vont faire bosser le copain du cousin qui est graphiste sur Canva. Et derrière ça, on va démarrer une relation de 1 an, 2 ans, 3 ans. On s'est jamais vu. Et là, je me dis, mais même Tinder, on se rencontre. Hein. Non, mais c'est vrai. Même s'il y a un match en amont, à un moment, on va se parler, en vrai, pour décider. Et là, nous, c'est pire que Tinder. C'est-à-dire que il va tout d'un coup décider, cette idée-là, cette créa-là, alors qu'on peut changer. La créa, c'est le truc le plus facile à changer. Les gens qui vont piloter dans l'agence,
eux, on va pas les changer comme ça. Donc, ils s'embarquent dans une relation sans même nous avoir rencontrés. Moi, je dis toujours, venez nous voir. Venez visiter nos locaux. Vous verrez si on est une vraie agence ou pas. Parce qu'il y a peut-être des agences dans cette compète. Si vous allez voir leurs locaux, vous allez partir en courant. Aucune sécurité à l'entrée. C'est quand même important pour vos dossiers. Des conditions de travail qui sont pas du tout bien. Des gens en télétravail toute la journée. Venez nous rencontrer. Sentez l'ambiance. Ah ouais, non mais on peut pas parce que c'est pas prévu dans le cadre de l'appel d'offres. Mais qu'est-ce qui est pas prévu ? On prévoit ce qu'on veut, hein. Mais le temps, c'est comme tout, ça se trouve, c'est comme la thune, ça se trouve. Mais bien sûr. Et c'est clair que moi, je rêverais d'un monde où nous serions choisis sur des personnalités, des gens. Alors, ils nous demandent de mettre des CV. Mais pareil, un CV, c'est froid. Tout ça, c'est froid. Et donc, moi, je voudrais passer au show, à l'expérience, à ce qu'on leur vend pour leurs propres clients. La rencontre, l'expérience, l'interaction. Et je rêverais d'un monde où les compétitions se passeraient par « je viens passer une après-midi chez vous ». Et là, je verrai si j'ai envie de travailler avec vous. Et je verrai si vos créas me donnent envie. D'autant plus, Catherine, que ce métier fonctionne depuis toujours à l'intuitu personné. Ah mais à mort. Alors ça, de plus en plus. Hein. Nous, on le voit. Hein. Dès qu'il y a quelqu'un de très fort qui s'en va dans une agence, l'agence s'écroule. Hein. Oui, et puis les clients suivent cette personne parce que... Exactement. Je te donne un exemple très concret. Quand je travaillais dans la marque employeur chez Publicis, il y a une directrice de la com et des ressources humaines, ce qui était quand même un chef-d'œuvre, qui me dit « je travaille avec machin ». Elle se rappelait même pas du nom de l'agence. Elle se rappelait du nom de la personne. Du patron. Ouais. Et je me suis dit ce jour-là, ah ouais, les gens travaillent avec X, Y ou Z, le prénom de la personne, mais pas nécessairement avec leur agence. Et c'est la plus grande claque que j'ai pris dans ce métier, et je trouve ça sensationnel. Et ce qui est d'autant plus stupide, il n'y a pas d'autre terme, c'est qu'aujourd'hui, on est dans des process où tu envoies un mail, limite ça ressemble aux appels d'offres publics, tu le vois aujourd'hui. Tout à fait, limite, oui. Et tu envoies, tu déposes avant telle heure. Ils nous ont pas quand même fait ça, Dieu merci, dans le privé, où tu sais, dans les marchés publics, il faut apprendre avant 12 heures, sinon tu te fais tège. C'est n'importe quoi. Et je suis sincèrement fatigué, non pas du métier que je trouve génial, certainement pas des gens, parce que je ne le fais que pour les gens, ce métier. Parce que je me rappelle jamais depuis 3 marques avec lesquelles j'ai bossé dans ma vie, parce que c'est pas ça le plus important dans ma vie. Pour moi, ce sont les gens. Mais je suis toujours surpris de ce manque d'humanité qui n'est pas due à nos clients ou nos prospects, qui est simplement due, comme tu l'as dit très justement, à un côté très juridique, un côté très sécurisé. Il faut que le cadre soit bien, sinon ça va. Alors moi, j'ai essayé d'analyser en me disant comment on en est arrivé là, parce que ça s'est empiré. Oui, clairement. Ok. Et j'ai eu une discussion un jour avec un ami qui travaille dans une industrie qui vend des pièces industrielles. Et qui me dit, tu crois quoi ? Nous, c'est pareil, les appels d'offres, on envoie des propositions, des devis. Et je lui ai dit, ça y est, tu m'as permis de comprendre. La différence, c'est que toi, une fois qu'ils auront acheté tes boulons, c'est pas grave qu'ils t'aient pas vu avant, parce qu'ils te verront pas après non plus. Ce qu'ils veulent voir, c'est ton boulon, ton échantillon. Point. Et ton tarif. Et tes délais. Nous, en fait, c'est le contraire. C'est que une fois qu'on aura gagné, ils vont nous voir tous les jours. Donc, nous, on est le produit. Donc, en fait, le produit, c'est nous. Et donc, les annonceurs nous choisissent sans voir le produit. Et ils se trompent de combat. Le produit, c'est pas la campagne qu'on va sortir là, parce qu'on va en sortir plein d'autres, et on la changera, et 9 fois sur 10, quand on a gagné, on met tout à plat. Donc, en vérité, le vrai produit, c'est l'humain. Et c'est ça où j'aimerais trop demain qu'il y ait des annonceurs. Alors, il y en a certains, hein, on va pas non plus faire un 100% mauvais comportement. Et il y a certains annonceurs qui ont compris ça. Et moi, récemment, j'ai rencontré une marque qui m'a dit « J'aimerais qu'on se rencontre ». Donc, on s'est rencontrés en perso, one-to-one, avec le patron de l'entreprise. Et ça a duré 2 heures. Et une semaine après, j'ai eu un appel de ses équipes qui nous ont demandé de travailler avec eux. Et c'était, en fait, j'avais passé un entretien de recrutement sans m'en rendre compte. Du coup, la personne a senti, je pense que c'était ça, que j'avais à la fois compris sa problématique, mais surtout un sens des responsabilités, parce que j'avais pas mal de questions sur les équipes et tout, et que derrière, ça suivrait. Déjà, tu as le nom, déjà, tu as le groupe, déjà, tu as le super groupe, ce qui est rassurant, évidemment, pour un annonceur. Mais l'intuitu personnel est quand même très présent aussi. Mais c'est ce que j'allais te dire. C'est bien beau de dire que tu travailles avec machine de TBWA ou de Publicis ou machin. La marque ne suffit plus. La marque suffit plus parce que des fois tu peux être à l'inverse. Je sais pas, on va parler d'Avas qui fait la campagne de Shine ou Chine ou je me suis, comme on disait. Peut-être qu'il y a des annonceurs qui ont dit mais c'est dégueulasse ce que vous faites. Bon, l'argent n'ayant pas d'odeur,
Je vous avoue que je ne préfère ne pas en parler et c'est la première fois que j'en parle depuis qu'elle est sortie, cette campagne. Mais très objectivement... On peut en parler. Oh non, j'ai pas envie. Honnêtement, j'ai même pas envie d'en parler. Et puis, j'ai même pas envie de parler du politique de près ou de loin qui est maintenant lobbyiste pour... Un certain ancien ministre de l'Intérieur. C'est ça, exactement. Sincèrement, l'intuitu personnel, c'est ce qui fait la différence. Et Dieu merci, nous sommes encore des artisans avec un côté très industriel. Parce que quand on produit des événements commerciaux ou ce que tu as dit là, des Airstream, par exemple, c'est une sorte de camion caravane. Voilà, mais déjà, il faut le lancer. Hein, c'est-à-dire que c'est pas simplement je vais aller faire imprimer des chromalins. Hein, c'est pas ce même niveau-là, même si ça en fait partie certainement de ton métier. Mais ce que je veux dire, c'est que à un moment, oui, il y a des investissements. Et l'investissement, il n'est pas que financier. Il est aussi dans la confiance qu'on met en le patron, la patronne, les équipes. Et il y a une question que je me pose de temps en temps. Je me dis, est-ce que nos clients qui ont eu leur époque compète, forcément, puisqu'ils sont devenus clients, c'est qu'on a fait une compète, est-ce qu'ils imaginent, pendant qu'on bosse pour eux en tant qu'agence, combien de compètes on fait dans leur dos, quelque part, qui nous bouffent un temps incroyable et ils nourrissent le monstre. Et donc, si on disait à nos clients, mais vous savez qu'en fait, en une semaine, on a passé plus de temps à bosser sur des compètes qu'à bosser pour nos clients. Et vous savez qu'au final, on fait X compétitions par semaine. Mais ils seraient fous. Ils n'en ont aucune idée. Ils en ont aucune idée. Mais ils n'ont pas l'idée puisque, tu le sais bien, regarde quand tu signes un devis, qu'il soit à 1 000 € ou 1 million d'euros. Dès que c'est signé, c'est fini. C'est signé, c'est signé. Merci, bonne soirée. Exactement. Par contre, ils ne vont jamais voir tout le taf qu'il y a derrière, tout le travail qu'il y a derrière par tes équipes. Et même si tu as mobilisé 100% de ton agence, j'ai payé, en tout cas je vais payer à terme X euros, je me contrefiche de savoir tout ce que vous mettez derrière. Alors tu imagines que sur une compétition où globalement ils viennent manger chez toi, gratuitement, et vont pouvoir te dire potentiellement « Oh ben finalement, ils en ont strictement rien à faire ». Et on peut pas leur en vouloir parce que finalement, personne ne comprend réellement ce que c'est qu'une agence de communication. Quand bien même on serait passé par une agence, tu sais bien qu'il y a beaucoup de DIRCOM ou marketing qui sont passés en agence et qui se disent c'est loin derrière moi parce que c'était trop épuisant, tu comprends? Oui, et voire même souvent un sentiment un peu de dénigrement de l'endroit qui leur a tout appris. Hein. Ça arrive souvent. Et je me souviens que j'avais été très étonnée d'une stat, c'est le club des annonceurs. Alors, je ne sais plus combien ils sont, mais 80% des membres du club des annonceurs viennent d'agences. Ah bon? C'est des anciens d'agences. C'est pas vrai. Ils ont démarré leur carrière en agence. Et au bout de 15 ans, 20 ans d'agence, ils ont basculé annonceurs. Et à partir de là, ils se comportent d'une certaine manière et qui fait qu'on n'imagine pas 2 secondes qu'ils savent ce que c'est qu'être en agence. Hein. Selon toi, au-delà du dénigrement, au-delà du fait qu'il faut quand même bien l'avouer aussi, par moment, travailler en agence, c'est faire ce qu'on appelait, ou ce qu'on appelle encore aujourd'hui des charrettes. C'est pas facile, c'est pas simple, mais je connais aucun métier qui soit simple. Aucun. Et puis, je rappelle que les mecs qui sont terrassiers ou qui sont ouvriers, eux se pètent le dos. Je ne dis pas que notre métier n'est pas stressant par moment ou épuisant. Mais en même temps, c'est pas tout à fait la même chose que se retrouver au fond d'une mine. Hein. Je le rappelle simplement à nos amis, jeunes ou moins jeunes. Mais là où je suis très surpris, c'est qu'au-delà du dénigrement, qu'est-ce qui fait que 80% des mecs qui sont dans ce club d'annonceurs sont incapables de se rappeler ce qui se passait il y a encore 5 ans, 10 ans, 2 ans? Selon toi, c'est quoi? C'est que finalement, c'est pas si noble que ça d'être en agence de com? On est fournisseur. Et donc, quand on passe de fournisseur à donneur d'ordre, je pense que pour beaucoup de personnes, l'état d'esprit change. Et on a le sentiment de détenir une sorte de pouvoir ou de supériorité parce que on distribue les bons points, on distribue qui va être dans la compète, on est finalement désiré. Et je pense que ça provoque un changement de comportement et d'état d'esprit pour beaucoup de personnes. Ce qui est hyper dommage, hein, parce que franchement, pour moi, les deux sont top. On peut être en agence, on peut être annonceur. Et d'ailleurs, est-ce que vous connaissez une personne qui était annonceur, nativement annonceur, et qui est devenue patron d'agence? Jamais de la vie. Si, j'en connais un, Frédéric Fougera, que je vais saluer, que j'ai encore vu hier, qui a fait plus de 30 ans de DIRCOM et qui a une agence depuis 3 ans. Donc, c'est extrêmement rare et tu as raison. Extrêmement rare. C'est même infinitésimal. Parce que c'est une bascule qui intellectuellement est compliquée de se dire je passe du côté du conseil et donc je vais devoir démontrer la pertinence de ce que je devais devoir monter sur la table pour vendre, je vais devoir faire signer des devis.
Et ça, c'est vrai que quelque part, faut plus de courage que quand on est annonceur. Et ceux qui basculent et qui marchent bien, et l'exemple que vous venez de donner est un excellent exemple, parce que je suis d'accord, c'est très bien, il y en a très très peu. Très très peu.